Par négligence, par flemme ou par méconnaissance, beaucoup de camping-cars de plus de 15 ans ont déjà pris l'eau. Donc dans cette vidéo, je souhaitais tout simplement vous conseiller si jamais vous êtes dans l'achat d'un camping-car qui a de plus de 10 ou 15 ans, ou même plus de 20 ans, tout en apportant mon expérience personnelle avec l'achat d'un premier camping-car. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez être en recherche de votre véhicule, il faut savoir comment un camping-car est fait et comment le modèle que vous allez convoiter est fait également, puisqu'il y a plusieurs méthodes de structure en fait d'un camping-car. Mais on va dire que dans la plupart des cas, c'est un assemblage de panneaux sandwich. Donc vous avez une première couche à l'extérieur du véhicule qui est soit du polyester, soit de l'aluminium, une couche d'isolant, une petite couche de bois. Alors on appelle ça une feuille de bois parce que quand ça prend l'eau, vous allez voir, c'est vraiment de la feuille, donc ça se plie dans tous les sens. Et des tasseaux de bois un peu partout pour rigidifier l'ensemble. Tous ces panneaux, donc côté droit, côté gauche, le sol et le plafond sont assemblés pof pof comme une boîte en carton, avec des jointures qui sont soit collées, soit vissées, soit les deux, et qui sont raccrochés au porteur, donc soit un Fiat Ducato, soit un Ford, soit d'autres Citroën ou Peugeot. Mais c'est beaucoup moins courant, la plupart des camping-cars sont faits soit sur base de Fiat Ducato, de Ford ou même parfois de Mercedes. Il existe des camping-cars qui sont plus ou moins résistants, on va dire, aux infiltrations. Ça vient du toit en fait. Il faut voir si le toit il est à débordement, à recouvrement ou pas. C'est-à-dire que si par exemple le toit est fait comme une coque en fait en polyester et qui va bien recouvrir les côtés des murs, ça sera normalement un peu moins sensible aux infiltrations, je dis bien un peu moins, que pour les camping-cars comme le mien par exemple, qui sont faits en fait avec des cornières en aluminium qui joignent tout simplement le mur et le toit. Il y a des camping-cars excessivement chers qui sont faits uniquement dans un moule en polyester, mais là c'est d'autres prix. On va pas trop rentrer dans ce type de détails, mais je souhaitais juste vous exposer un petit peu les différents types de construction qu'il peut y avoir dans les camping-cars, mais on va dire que d'une manière globale, et jusqu'aux années 2015-2016, après c'est un autre problème, mais on y reviendra peut-être dans une autre vidéo, il faut savoir que votre camping-car est fait de panneaux sandwich, avec à l'intérieur une feuille de bois et des tasseaux de bois, c'est ce qui va être important pour détecter les futures infiltrations ou pas. Ce qui est bon à savoir quand on recherche un camping-car ou son premier camping-car, c'est que la durée de vie d'un joint n'est pas éternelle. C'est pas parce qu'on voit des camping-cars qui ont plus de 30 ans sur les routes qu'ils n'ont pas pris l'eau. Et il faut savoir qu'un joint, est garanti et va remplir son office à peu près pendant 10 ans. 15 ans si on a de la chance, 20 ans si on a encore plus de chance, mais on va dire que c'est aux alentours des 10-15 ans. Donc si vous convoitez un camping-car qui a entre 10 et 20 ans, il va falloir vous poser cette question au moment de l'achat, au moment de la visite. Est-ce que l'ancien propriétaire a déjà refait des travaux d'étanchéité? Est-ce qu'il a déjà refait les joints des fenêtres, des soutes, des lanterneaux, peut-être même les cornières qui font la liaison toit-paroi? Et est-ce que le véhicule a fait un contrôle d'étanchéité dans une concession? Même si c'est discutable, ça peut quand même être un bon indicateur de la bonne santé du camping-car. Bon à savoir aussi, aucune marque n'est vraiment épargnée par les infiltrations puisqu'ils sont presque tous construits de la même façon. Alors certains sont mieux isolés que d'autres, certains utilisent des colles et des mastiques plus efficaces que d'autres. Je pense notamment au Moncayo, au Rimor ou même au Caravan International des années 2000, c'était assez catastrophique et d'ailleurs il y en a plus énormément qui sont en circulation et c'est pas un hasard. Mais d'une manière globale, toutes les marques de camping-car sont sujettes aux infiltrations. Si on ne fait rien et qu'on laisse vieillir son véhicule, la catastrophe ne va pas tarder à arriver. Alors comment ne pas se faire avoir, ou comment se faire avoir, ça dépend sous quel angle on prend cette question. Il y a quand même plusieurs choses qu'on peut faire quand on va visiter un camping-car. Même si c'est votre premier et que vous n'y connaissez pas grand-chose, justement, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes en recherche d'informations et c'est très bien comme ça. Et le premier examen qu'on peut faire déjà, c'est un examen visuel et tactile, mais vraiment de manière très très minutieuse. Vous avez déjà dû entendre cette information, mais il va falloir tout simplement toucher les murs, les encadrements de fenêtres, regarder si les joints n'ont pas trop souffert, si les joints sont là, puisqu'il y en a même qui enlèvent les joints et qui ne les remplacent pas. Regardez l'état des murs, regardez l'état du plafond, vous faites vraiment un examen visuel vraiment complet, vous soulevez les sièges, vous regardez si les coussins ne sont pas moisis, humides, pareil dans les placards. Vous regardez vraiment avec vos yeux, vous prenez 30 bonnes minutes s'il le faut, même 1 heure, et vous faites le tour, vous regardez, et dans un deuxième temps, vous allez faire toc-toc sur les murs, et pour voir tout simplement si la structure n'est pas molle. Alors c'est pas la structure qui devient molle, il faut savoir qu'une infiltration, avant de mettre par terre un camping-car, il faut quand même le laisser prendre l'eau plusieurs années. Mais je vous ai dit tout à l'heure que dans le panneau sandwich il y avait une feuille de bois,
Et en cas d'infiltration, en cas de rentrée d'eau à l'intérieur du véhicule, eh bien cette feuille de bois va tout de suite devenir molle. Et c'est ce qui va vous dire, attention, là il y a un petit peu d'eau ou beaucoup d'eau, ou alors ça a été camouflé mais ça n'a pas séché, puisque en général dans les camping-cars, dans les murs intérieurs, ils mettent un vinyle qui est quand même assez épais et qui tout simplement qui empêche l'humidité de rentrer à l'intérieur. Donc quand l'humidité est à l'intérieur, elle va avoir tout simplement du mal à sortir, voire elle ne sortira peut-être jamais. Alors pour cet examen visuel et tactile, vous allez avoir des points stratégiques à bien vérifier. Absolument toutes les ouvertures. Alors quand je dis ouverture, c'est bien évidemment la porte, c'est aussi les fenêtres, les lanterneaux, mais également les soutes et aussi les grilles par exemple d'aération du frigo, la grille d'aération du chauffage, d'évacuation des gaz brûlés. À l'intérieur du camping-car, vous touchez bien à l'intérieur des placards et surtout là où se rejoignent le toit et la paroi, puisque si c'est mou, ça veut dire que la cornière aluminium ou tout ce qui va être collé entre le toit et les murs n'est plus efficace. Si vous visitez un camping-car avec une capucine, faites extrêmement attention, puisque ça c'est quelque chose qui est assez connu. En fait, la capucine, puisqu'elle est proéminente, elle est sujette à recevoir éventuellement des chocs, ou même elle se prend tout le vent dans la tronche, donc les joints en général souffrent en premier dans les capucines. Donc vérifiez bien le toit de la capucine, les murs de la capucine, au fond de la capucine, et si vous pouvez, le plancher de la capucine aussi. Faites un tour sur le toit. Si vous avez le vertige comme moi, vous demandez à quelqu'un de le faire et vous regardez bien si le toit a des craquelures, des fêlures ou des micro-perforations, parce que dans ce cas-là, ça promet vraiment une dépose du toit complète puisque l'eau aura pénétré absolument de partout. Et regardez aussi bien les joints des lanterneaux s'ils sont craquelés ou s'ils vous paraissent pas en très bon état. Méfiance. Du côté du plancher, on va regarder surtout à deux endroits stratégiques. Le premier, c'est sous la salle de bain, puisqu'il y a de nombreux bacs à douche qui fuient et du coup l'eau arrive dedans et après le plancher est complètement pourri. Et aussi à l'arrière des camping-cars, notamment dans les coins, il y a différentes raisons en fait pour lesquelles l'eau pourrait venir s'y inviter et faire pourrir un petit peu le tasseau du bout. Et surtout, alors on va pas croire forcément à tout ce que vont nous raconter les vendeurs, mais demandez si eh bien il y a eu des travaux d'étanchéité qui ont été faits ou refaits, histoire de savoir un petit peu eh bien dans quel état pourrait éventuellement être le camping-car que vous visitez. Si le mec vous dit que son camping-car de 25 ans n'a jamais reçu le moindre nouveau joint, bon bah pareil, hein, méfiance parce que il y a de fortes chances pour que ça gobe un petit peu par là quoi. Dans le cas où le propriétaire a fait un contrôle d'étanchéité, il ne suffit pas de le laisser dire oui, il a fait un contrôle d'étanchéité, il faut vraiment regarder le contrôle d'étanchéité de près. Dans les concessions, eh bien il les mouille et il passe ensuite un détecteur d'humidité un petit peu partout. Donc regardez à combien de pourcentage ça va se trouver. Un bois sain ne doit pas être au-delà des 15%. Quand ça commence à afficher des 18 à 20%, méfiance. Et surtout, regardez bien quels endroits possèdent les taux d'humidité pour anticiper une éventuelle fuite. Ou s'il y en a eu, bien demandez comment ça a été réparé, regardez par vous-même, demandez des factures. Enfin voilà quoi, essayez vraiment d'avoir le plus de choses pour vous rassurer. Le mieux évidemment, c'est d'avoir soi-même un humidimètre et de scanner de soi-même pendant la visite les points stratégiques que je vous ai énoncés tout à l'heure. Au moins, vous verrez par vous-même si le vendeur vous raconte n'importe quoi ou pas. Mais attention parce que le fait d'avoir un contrôle d'étanchéité en bon état n'est pas forcément non plus la garantie que le camping-car ne prendra pas l'eau, puisque je connais pas mal de personnes qui font stationner leur camping-car dans des hangars donc qui ne prennent pas l'eau l'hiver. Et souvent on s'en sert en vacances, donc quand on part en vacances, on peut imaginer qu'on parte quand il fait plutôt beau. Donc une petite infiltration va parfois passer inaperçu, et si ensuite vous achetez le véhicule et que vous en servez à l'année ou qu'il dort dehors, et bien là vous allez peut-être vous apercevoir que finalement il n'était pas si étanche que ça, malgré le fait que le contrôle d'étanchéité était parfait, puisque tout simplement le véhicule n'a pas été soumis aux conditions un petit peu plus extrêmes. Et enfin, faites attention aux zones accidentées, par exemple un propriétaire qui aurait reculé dans un pot de fleurs ou dans un poteau. C'est pas parce que les dégâts sont minimes que les infiltrations ne peuvent pas venir se mettre, puisque c'est vraiment, quand vous allez en avoir un, ou si vous en avez déjà un, vous allez vous en apercevoir. En fait, c'est une lutte constante contre les entrées d'eau, un camping-car, puisque la moindre faille l'eau, ça s'infiltre partout, enfin, ça court partout de l'eau. Donc vraiment, voilà, il faut vraiment faire attention dès que vous voyez un petit truc un peu suspect. Méfiez-vous et allez tâter par-ci par-là
pour voir si des dégâts n'ont pas été déjà réalisés. Allez, je vais parler un peu de mon cas personnel. Donc moi, je n'avais pas de camping-car, j'en ai acheté un en septembre 2021, un Autostar 525 qui avait 22 ans puisqu'il est de décembre 1999. J'ai regardé énormément de vidéos, je me suis beaucoup renseigné tout simplement pour ne pas me faire avoir et pas acheter une éponge. Et malgré cela, il y a quand même des choses que je n'avais pas vues. Déjà, tous les joints sont d'origine, j'en suis quasiment certain. Et je me suis aperçu assez rapidement qu'il y avait une infiltration dans la soute sous le salon. C'était pas bien grave, mais en fait, je me suis aperçu que le portillon était fêlé. Donc effectivement, même si le joint était encore bon, l'eau arrivait à passer. Le lanterneau de la capucine n'a pas trop tardé à me faire voir qu'il était fatigué aussi, puisqu'un beau matin, je me suis retrouvé avec une grosse tache d'eau sur le matelas. La fenêtre de la cuisine et de la salle de bain, il y avait des fêlures autour des fenêtres, ça arrive, le polyester travaille des fois. Et le propriétaire m'avait dit, je pense de très bonne foi, que ça n'avait pas bougé. Effectivement, les fêlures ne se sont pas agrandies depuis que je l'ai. Et il m'avait dit que l'eau ne rentrait pas. C'était pas si vrai que ça, puisque j'ai découvert une zone assez abîmée. Je vous montre ça en photo. Et je l'ai refait tranquillement, hein. Je vous expliquerai dans quelques minutes comment faire quand on est face à une infiltration. Dans la salle de bain, c'est pareil, mais avec des dégâts beaucoup moins grands. Et le bas d'un mur de la capucine, c'est pareil, avec gommé un petit peu. J'ai compris pourquoi après, c'est qu'en fait, la cornière est quand même plus en très très bon état. Enfin, le butyl qu'il y a sous la cornière. J'ai fait ce qu'il fallait et c'est de nouveau opérationnel. Tout ça pour vous dire que malgré un examen minutieux, la visite a duré plus d'1 heure, je n'avais rien vu puisque je me suis contenté de regarder les murs autour des fenêtres. Alors celle de la cuisine visiblement, celle de la dinette j'avais pas vu, celle de la capucine non plus, donc je n'avais pas trouvé vraiment de choses bizarres. Tous les murs sonnaient vraiment très très durs. Donc voilà, c'est après que je m'en suis aperçu. Alors il y en a beaucoup pour qui c'est vraiment une obsession, voire même une hantise. Alors il faut faire attention aux infiltrations quand on a un camping-car, ça c'est sûr, mais il faut pas non plus que ça tourne à la paranoïa, puisqu'il faut vraiment des années avant qu'un bois soit pourri et se désagrège. Et vous devriez, si vous faites attention et que vous contrôlez régulièrement votre camping-car, voir un petit peu les éventuelles faiblesses qui peuvent se trouver à droite à gauche. C'est quand même assez sournois puisque avant qu'un mur soit mou, il faut plusieurs mois et des fois on s'en aperçoit vraiment trop tard, notamment quand on achète un véhicule d'occasion. Quand on s'aperçoit qu'un mur est mou ou qu'un joint de fenêtre est mou, tout simplement on va démonter, on va regarder ce qui se passe et même si ça fait peur, voilà, quand on sait comment est faite la structure d'un camping-car, on enlève tout le bois qui est pourri, on remplace. S'il y a des tasseaux qui sont abîmés, on les change aussi. C'est pas fait comme une cabane, c'est-à-dire que le toit du camping-car ne repose pas sur 4 piliers. C'est des panneaux sandwich, donc ça renforce la solidité du panneau sandwich. Et c'est pas parce que vous allez rouler pendant 100 km avec un tasseau qui est abîmé que votre camping-car va s'ouvrir en deux. Surtout si ça ne concerne qu'un endroit ou deux. Mais le mieux c'est quand même d'ouvrir, de réparer pour repartir sur des basses scènes. Au final c'est long mais c'est assez simple, ça ne demande quasiment pas d'argent. Il suffit que vous ayez des morceaux de tasseau chez vous et voilà, et on remplace et à la limite la feuille de contreplaqué est la moins pratique à faire. Les capucines, les refaire c'est possible aussi mais c'est plus compliqué. Et là où c'est peut-être le plus compliqué c'est pour refaire les bouts de plancher dans les coins arrière. Mais bon ça se refait. Si on a du temps et qu'on est un petit peu bricoleur, c'est pas si sorcier que ça. Et tous ces problèmes peuvent bien évidemment être évités si vous changez les joints tous les 8 à 10 ans, par exemple. De toute façon, il y a une chose à savoir, c'est que si vous convoitez l'achat d'un camping-car qui a plus de 15 ans, il va falloir être bricoleur ou alors vraiment blindé de thunes pour l'emmener à la concession dès qu'il y a un petit truc qui déconne. Mais bon, dans ce cas-là, ça va se chiffrer souvent en milliers d'euros puisque les concessions ne s'embêtent pas à remplacer des tasseaux ou à refaire un contreplaqué. Quand une paroi est trop abîmée, ils la virent, ils la remplacent et ça vous coûte entre 5 et 10 000 euros. Voilà, en guise de conclusion, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que en 15 ans, 10 ans pour certains modèles, beaucoup de camping-cars ont déjà pris l'eau, alors les dégâts sont plus ou moins élevés. Il y a quand même des choses que vous pouvez faire, même sans être un grand connaisseur, pour éviter de vous faire avoir. Et malgré tout, on n'est jamais sûr à 100% du sérieux de l'ancien propriétaire. Donc je crois que si un jour je change de camping-car, je referai un examen très très minutieux et je crois que je changerai carrément les joints pour les refaire moi-même, sauf si vraiment il y a des factures d'une concession et qu'il n'y a aucun signe d'entrée d'eau. Investir dans un humidimètre, c'est pas mal aussi, comme ça vous pouvez de temps en temps suivre un petit peu l'évolution des choses. Attention aussi au bricolage crado sur des camping-cars quand vous commencez à avoir des amas de silica, de joints polymères ou même d'autres mastiques qui ont été joints, rejoints sans nettoyage. Là c'est pas bon du tout, ça veut dire que ça a été camouflé et recamouflé. Et si vous pouvez, faites-vous accompagner par quelqu'un qui s'y connaît, qui a un petit peu d'expérience, il saura mieux que vous, si c'est votre premier achat, repérer les éventuelles zones de fragilité.
Et il y a deux choses qu'on apprend très vite à utiliser quand on a un camping-car, c'est le Sika et le butyl pour tout refaire, pour refaire les joints, enfin si c'est un propriétaire un minimum soigneux. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos spéciales Van Life Camping-Car. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir à lire et j'y réponds avec grand plaisir. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!